Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. C'est bientôt la fin de l'épopée Smart à Ambar. La petite citadine va être produite en Chine. La nouvelle est officielle depuis aujourd'hui, mais elle a commencé à filtrer depuis mardi soir. On y reviendra largement. En deuxième partie d'émission, on fera le point sur le nouveau bac général né de la réforme des lycées. Disparition des filières et apparition du contrôle continu ne sont pas les seules nouveautés. Trois invités sont là pour donner leur point de vue. Angela Hamann, qui est proviseure du lycée à Beach, Sandra Beckrich, qui est la directrice du CIO de Sarreguemines, et Éric Pagotto, représentant du rectorat, qui est le doyen des inspecteurs d'académie et inspecteurs pédagogiques régionaux. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et merci beaucoup de participer à cette émission. Le nouveau bac général, c'est aussi le thème sur lequel se sont exprimés les internautes sur la page Facebook de Mosaïque Cristal, et c'est Sandrine qui nous lira tout à l'heure leurs commentaires. Coucou. Salut. Direction d'abord Ambar, où l'annonce de la fin de la Smart suscite de nombreuses réactions. Laurie est sur place, bonjour. Coucou Julia. Quel est l'état d'esprit ce matin ? Alors l'état d'esprit ce matin, il est assez varié. D'un côté, on a la CGT, donc plutôt pessimiste, et de l'autre, la CFE-CGC avec un avis plus optimiste. Pour les salariés, la réunion leur annonçant la fin de la production de la Smart à Ambar d'ici 2024 a eu lieu hier à 10h. En attendant, on ne perd pas de temps. Les travaux pour accueillir la Mercedes ont déjà commencé. Vous découvrirez les réactions des salariés dans un micro-trottoir tout à l'heure. Et les délégués des syndicats ainsi que Roland Roth vous donneront leurs impressions. Merci Laurie, et puis merci aussi à Marie-Morgane qui est avec toi pour le cadrage. La fin de la Smart, on va évidemment y revenir tout au long de cette émission, y compris dans le résumé de l'actu en 60 secondes. Gagnante toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Fin de la production de la Smart à Ambar. D'ici 2022, la Fortwo électrique sera produite en Chine. C'est une page qui se tourne, mais la direction et des syndicats se veulent toutefois rassurants. L'important investissement de Daimler pour la fabrication du SUV électrique Mercedes à Ambar à partir de 2020 permettrait de pérenniser tous les emplois. La police municipale de Sarreguemines va avoir ses propres locaux. Après le déménagement de l'office de tourisme, l'espace situé rue du Maire-Massin est vide. Après des travaux, les agents devraient s'y installer dans quelques semaines. Cela leur permettra d'avoir une vraie vitrine pour accueillir les habitants. Un espace sera aussi dédié à la vidéosurveillance. Un nouveau restaurant à Reyersvillers. Le restaurant de la Vallée vient remplacer l'ancien établissement qui a fermé ses portes il y a 2 ans dans la rue principale. Grillades et pizzas au feu de bois seront les plats phares. La commune s'est investie dans le projet à hauteur de 130 000 €. L'ouverture est prévue pour la mi-avril. Terrain viabilisé recherche jeune couple avec enfants. C'est la volonté du maire de Capelquinger avec ce nouveau lotissement communal baptisé Les Alouettes. Il comprend 8 emplacements, 4 de chaque côté, d'une surface de 7 à 8 arts. Ces terrains sont en vente à 3 200 € l'art. S'ils trouvent preneur, la commune récupérerait l'argent investi dans ces travaux de viabilisation qui ont coûté près de 185 000 €. Les pompiers, le surnom des Sarregueminois. C'est sur la thématique des sobriquets que ces enfants ont travaillé avec le dessinateur François Abel lors d'un atelier. Le but, comprendre comment fonctionne une bande dessinée avec des cases, des cartouches, puis en réaliser une. Cet atelier de dessin était proposé à la médiathèque de Sarreguemines dans le cadre du festival Mireille de Platte. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Du soleil et des températures douces, ça se profile bien côté météo. Regardez les prévisions pour demain. J'ai entendu que tu voulais une voiture. Oui, Don Credito. Je crois que je peux t'aider. Et on ne change pas, une équipe qui gagne pour demain. Soleil et ciel bleu feront encore équipe pour notre plus grand plaisir. On pourra profiter de belles éclaircies et d'un temps lumineux. Les températures maximales vont même remonter pour atteindre 15 à 18 degrés. Demain, nous serons le vendredi 29 mars, nous fêtons les Gladys. Le soleil nous accompagnera de 6h14 à 18h57. Et avec un temps pareil, le pollen ne va pas tarder à venir chatouiller nos narines. Sur la photo du jour que nous a envoyée Norbert Schneider, on peut voir
Alain Bourdon qui en est recouvert. Merci à lui pour cette impressionnante photo. Et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, écrivez-nous par mail à l'adresse qui vient de s'afficher sur votre écran ou alors sur notre page Facebook. Pour toi, je vais devenir ton parrain au Crédit Mutuel. Tu me remercieras plus tard. Au Crédit Mutuel, les bons plans, ça se partage. Parrain et parrainé profitent d'avantages exclusifs. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. Le secteur automobile doit désormais compter sur un nouveau groupe, Daimler-Geely, moitié allemand, moitié chinois. Brevetée à Ambach, la petite citadine Smart sera produite en Chine. L'annonce officielle de cette délocalisation s'est faite ce matin par un communiqué de presse du groupe Daimler. Marie-Luf vous le résume en quelques phrases. Smart part en Chine. Fini la fabrication à Ambach sur le site historique de Smartville. Le savoir-faire est néanmoins reconnu puisque de nouveaux modèles 100% électriques seront construits en Chine et commercialisés à l'échelle mondiale à partir de 2022. Dieter Zetsch, président du conseil d'administration de Daimler AG et patron de la direction de Mercedes-Benz Car, pour plus de 2,2 millions de clients, Smart représente un pionnier de la mobilité urbaine. D'ici là, la production de la Smart EQ Fortwo continuera à Ambach. En Chine, le marché est croissant. Ce changement de cap résulte de la fusion de Daimler AG et de la holding chinoise Geely. L'entreprise sera détenue à 50% par le groupe automobile allemand et à 50% par le groupe chinois. Le communiqué de presse est publié aujourd'hui, mais à Ambach, les salariés ont été informés hier. Laurie Couteau et Guillaume Dumonteil sont allés à leur rencontre ce matin, avant l'aube, lors de la prise de poste, pour recueillir leurs réactions. Donc la fin de la production de la Smart à Ambach, c'est la fin d'une grande épopée. Quelle est votre réaction ? Un peu indifférent, vu que en fait, ça a toujours été des petites périodes d'intérim. Jamais vraiment eu d'avenir ici, donc pour moi, ça ne change pas grand-chose. Je trouve ça un peu triste. J'ai vu l'article hier sur Facebook par rapport à la Chine et tout ce qui s'ensuit. Je sais qu'ils avaient énormément de projets vis-à-vis de Mercedes et tout ça. Je suis intérimaire, donc pour l'instant c'est dommage pour les embauchés. Après, pour moi, c'est une perte de travail, quoi. Alors du coup, on nous l'a annoncé hier, donc il y avait déjà quelque chose sur Internet. Donc ça fait bizarre parce que on travaille tous les jours, on la voit tous les jours, donc ça fait un peu de peine en fait. Moi, ma réaction, c'est que y a des emplois menacés par rapport à ça, et par rapport aussi que c'était une grande usine par rapport à la région d'aujourd'hui, quoi. C'était un peu prévisible. C'est toujours comme ça dans le monde de construction d'automobile. Écoutez, c'est dommage parce que pour moi c'est une perte de contrat, on va dire, entre guillemets. Hein. Alors en premier lieu j'étais choquée, je ne m'attendais pas. Écoutez, de toute façon il y aura encore Mercedes, donc voilà. Donc comment les choses vous ont-elles été annoncées? Est-ce que vous vous y attendiez? Alors elles ont été annoncées lors d'une réunion où tous les salariés Smart y étaient conviés. Et comment on l'a pris, c'est un peu difficile étant donné qu'on travaille sur le site. Mais après, voir si on peut s'adapter avec la Mercedes, quoi. La perte de 2 ans de production, non, on ne s'y attendait pas vraiment. Ça nous a été annoncé en réunion hier matin. Oui, très bien, ils nous ont clairement fait comprendre que voilà, c'est pas une aventure qui se finit. Hein. Pour les embauchés, ça va continuer, mais pour les intérimaires, on peut avoir de la place, mais bon, ce ne sera pas pour tout de suite, quoi. Alors pas du tout, comme dit, ça fait pas longtemps que je suis dans la société. Moi je l'ai découvert hier sur Facebook, non, je ne m'y attendais pas trop. Mon papa travaillait ici aussi, donc c'est des générations et des générations. Après, comme dit, voilà, il faut voir par la suite. Ah non, j'étais même pas au courant. Non, pas du tout. Donc apparemment il y a déjà eu des fuites avant-hier soir. Moi je l'ai vu hier matin déjà sur internet, mais du coup officiellement ça nous a été annoncé hier en fait. Ouais, parce que ça a été dit déjà 5 mois en arrière que ça commençait à avoir des rumeurs, et les rumeurs a été confirmées, quoi. Comment vous voyez l'avenir? Vous êtes confiant ou alors vous avez des craintes? Je crains que d'ici à quelques années on soit tous intérimaires finalement, parce qu'il n'y aura plus d'embauche. Ce sera juste quand on aura besoin de nous, et après on sera de nouveau à la rue. Non, plutôt confiant. Il y a une suite par rapport au site Smart.
On a été prévenu comme quoi l'emploi sera assuré, donc confiant. Bah, des craintes non, puisque c'est reproduit ailleurs, donc la série continue, mais sinon, en soi, ça pourrait bien se produire, étant donné que Mercedes vient quand même ici fabriquer en France, c'est quand même un grand pas pour Smart. Ouais. Par rapport aux embauchés, tout ce qui s'ensuit, les intérimaires, beaucoup qui vont perdre leur travail, leur place, ça va faire beaucoup de remue-ménage. Heureusement qu'il y a le nouveau projet Mercedes, quoi, parce que c'est vrai que sinon, ça aurait été compliqué, je pense, au niveau des emplois. Des craintes par rapport à l'emploi, parce que certes qu'il y a Mercedes qui va venir, mais après Mercedes, je sais qu'ils aiment bien être produits en Allemagne qu'en France, donc voilà. Je vous propose maintenant d'écouter la réaction de Jean-Luc Bilitz, délégué syndical CGT chez Smart et membre du CSE, le comité social et économique. Disons pour la CGT, c'est pas trop une surprise parce qu'on a déjà communiqué sur le sujet déjà en avril 2018 et en novembre 2018 avec par des tracts où on savait très bien qu'aujourd'hui, vu la situation, on va dire, des ventes qui dégringolaient et on va dire des ventes qui augmentaient en Chine, si on était un industriel, c'était évident qu'il fallait délocaliser pour un industriel, pas pour les syndicats et pas pour, je pense, les dirigeants de la Smart, mais eux, ils sont là, ils subissent ce que le directoire Daimler décide, quoi. Et vous êtes inquiet ou pas pour les salariés et les intérimaires ? Disons que les intérimaires, c'est eux qui vont payer les premiers pots, les pots cassés, quoi. Et après, il y a certainement des salariés, surtout des sous-traitants, qui ne sont pas, on va dire, repris dans le futur projet GLB, Daimler et GLA. Et donc eux, il y a des forts risques qu'ils ne soient pas repris, quoi. La vision est moins pessimiste du côté du syndicat CFE-CGC, mais aussi FO. La fin de la Smart à Ambach, c'est une page qui se tourne, mais qui ne semblerait pas être une menace, pas même pour les sous-traitants. Réaction de Mario Mutzet, délégué syndical Smart France, CFE-CGC. Alors, quelle est votre réaction par rapport à la nouvelle, à savoir l'arrêt de la production de la Smart à Ambach d'ici 2024 ? Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un peu de nostalgie dans cette annonce, dans la mesure où on va voir partir le berceau de la Smart. Donc c'est certain que ça fait quelque chose. Mais maintenant, aujourd'hui, il faut se tourner vers l'avenir parce que, souvenez-vous, lors du pacte 2020, la direction s'était engagée à vérifier la faisabilité pour faire des nouveaux modèles. Aujourd'hui, ils ont tenu parole et aujourd'hui, on va faire des Mercedes Made in France. Donc il y a 500 millions d'investissements sur le site avec 70 000 m² de nouveaux bâtiments qui vont permettre de faire un nouveau ferrage et un nouveau atelier peinture. Grâce à ça, on va pouvoir faire des Mercedes, n'importe quelle Mercedes. Donc aujourd'hui, on rentre dans le giron de Daimler, car ça veut dire que demain, on se retrouve une usine de production au même titre que Rastatt, Ziegenfigen ou Keskamet. Et comment ça va se passer pour les sous-traitants ? Pour les sous-traitants, aujourd'hui, la direction elle a mis en place des offres d'emploi, des bourses pour l'emploi. Donc ils devront en postuler. Le président de Smart a fait une lettre d'intention à tous les partenaires où il s'engageait à reprendre tout le monde. La Smart, c'était la voiture d'Ambach. Alors la fin de cette aventure, c'est aussi beaucoup d'émotions du côté des élus qui ont soutenu et accompagné l'implantation puis le développement de Smart à Ambach. Écoutez Roland Roth, interviewé ce matin. Sentiment de tristesse d'abord, la tristesse qui s'assimile peut-être à celle d'une nourrice à laquelle on retire l'enfant qui lui a été confié et auquel elle s'est attachée. Donc pour moi c'est une mauvaise nouvelle, même si nous sommes là sur la corde plus sentimentale. Donc nous allons passer d'une enseigne à une autre. Je crois que c'est une belle compensation. Le logo Smart va disparaître pour laisser la place à Mercedes. Donc en soit, il n'y a rien à dire, mais l'image et la symbolique n'y sont plus. Nous passons d'un concept qui était particulièrement innovant,
qui s'est installé sur notre territoire avec notre appui. Nous passons vers une usine de montage de voitures, comme il y en a beaucoup d'autres. Jusqu'à présent, quand on se déplaçait, même à l'étranger, qu'on voyait une Smart, on savait qu'elle avait passé par Ambar, elle était née là-bas, avec le savoir-faire de notre personnel territorial ici. Et voilà, ce ne sera plus pareil demain. Donc voilà mon sentiment sur, disons, l'aspect plus sentimental. Non ? Tout autre sujet, à Rayerswiller, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Il y aura à nouveau un restaurant au cœur du village. Il est pour l'instant en travaux, mais il devrait ouvrir le mois prochain. La municipalité s'en réjouit. Elle s'est investie financièrement dans ce projet. Reportage de Valentin Guinel. Traditionnel et familial, c'est le leitmotiv du futur établissement à Rayerswiller. Le restaurant de la Vallée vient remplacer l'ancienne enseigne dans la rue principale qui avait fermé il y a 2 ans. Ce qu'on voulait faire, c'était une cuisine simple, accessible pour tout le monde, avec du gibier, des spécialités un peu dans le temps, réparties sur le mois. Du poisson un peu, qui manque un peu sur la région, on va voir si ça va prendre ou pas. Le restaurateur compte privilégier les grillades et les pizzas au feu de bois. La cuisine va donc être équipée de 3 fours et une plancha. La commune s'est fortement impliquée dans le projet. 130 000 € investis pour remettre le bâtiment aux normes et aucune subvention. Mais pour le maire, c'est justifié d'utiliser la quasi-totalité du budget investissement pour ce projet. Nous tenons à avoir le restaurant au milieu du village qui fonctionne, car pour nous, le restaurant, comme l'église, comme l'école, ça fait partie d'une trilogie qu'il faut garder au centre-village. Le restaurateur strasbourgeois a travaillé dans plusieurs restaurants étoilés. Il compte embaucher un cuisinier et des serveurs. L'ouverture est prévue mi-avril. L'avant-monde, ou comment se plonger dans les origines du cristal. C'est la nouvelle exposition temporaire qui est proposée à la Grande Place, musée du cristal Saint-Louis. C'est la fondation d'entreprise Hermès, en partenariat avec le Centre d'art contemporain La Synagogue de Delme, qui a donné carte blanche à l'artiste plasticienne Dominique Guéquière. Voici un aperçu de l'exposition. Valentin Guinel était hier soir au vernissage. Et si c'était ça le cristal ? Ou du moins une partie ? L'artiste plasticienne Dominique Guéquière a remonté aux origines du noble matériau. Après de nombreuses recherches, elle expose, par une œuvre, ses réponses. Je me suis aperçue que c'était le bois, l'eau, le feu. Finalement, c'est presque les 4 éléments principaux, hein, l'eau, la terre, l'air, le feu. Et plus certaines autres, comme les fougères qui rentrent dans la composition du cristal. L'artiste a répondu à l'invitation du Centre d'art contemporain La Synagogue de Delme et de la Grande Place Musée du cristal Saint-Louis. Il s'agit ici de réinterroger les origines du cristal. Elle a pour cela mené un travail de terrain, un détour par les fours ardents de la manufacture de Saint-Louis, mais aussi la nature qu'elle a explorée. J'ai aussi passé beaucoup de temps avec le garde forestier de Saint-Louis, qui s'appelle Jean-Luc Chez. Et j'ai fait des promenades en forêt avec lui et je lui ai demandé de m'aider, de me guider vers certaines ressources de la région, de trouver certaines essences d'arbres. L'exposition, baptisée L'Avant-Monde, de Dominique Guéquière, est à découvrir à la Grande Place, musée du cristal Saint-Louis, à Saint-Louis-les-Bitches, jusqu'au 26 août. C'est le moment de donner la parole à nos internautes. On regarde la question du jour. Fin des séries L, ES et S, un contrôle continu plus important, la réforme du bac va apporter un grand lot de changements pour cet examen. Qu'en pensez-vous ? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, que pensent nos internautes de cette réforme ? Alors pour commencer, on leur a demandé aussi dans notre story Facebook si pour eux cette réforme était une bonne initiative. Alors sur une centaine de votants, il y a 78% d'entre eux qui pensent que non. C'est un sentiment qu'on retrouve aussi dans les commentaires de la question. Ça c'est parce que les Français ils aiment jamais le changement, c'est toujours pareil. C'est une possibilité. Donc c'est quand même, comme je disais, un sentiment qu'on retrouve aussi dans les commentaires. Alors il y a Denis par exemple qui nous écrit « Réforme bâclée, imposée sans concertation ». Un bac simplifié avec 21 épreuves. Et c'est également ce que pense Angélique qui nous dit « Le contrôle continu n'est pas la meilleure solution. Un bac simplifié avec
peu de valeur. Alors René nous dit pour le moment c'est un grand foutoir. Notre fille doit composer avec les modules pour se configurer un semblant de bac S. Et il ajoute dans un autre commentaire, c'est bête de devoir composer pour au final ne même pas être sûr de ce dont ils auront besoin pour les études supérieures. Alors Tatiana n'est pas du même avis, elle répond à René en disant mon fils est dans le cas aussi et franchement je trouve que ce n'est pas plus mal qu'avant, ayant eu mon autre fils qui l'a passé l'an dernier. Et pour finir, Linda pose la question suivante. En gros, c'est un peu comme le modèle américain. Merci Sandrine. Ces interrogations et ces remarques des internautes, on y répond dans un instant dans le dossier de la semaine. A tout de suite. Confiez votre véhicule au Garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Bancs de géométrie 3D, cabines de peinture et produits hydro, de la mécanique rapide et toute une gamme de véhicules d'occasion labellisés Car Garantie. Profitez de nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. Samedi 6 avril, toute l'équipe vous attend pour nos portes ouvertes. Du 19 mars au 7 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 21e édition du festival Mireille de Plate, festival de langue francique et des langues de France sur le thème des plantes pour la vie. Au programme de cette édition exceptionnelle, des expositions, du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 6 avril. Programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des 4 centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Match avancé ce jeudi au stade de la Blise, le Sarreguemines FC reçoit la réserve de Strasbourg. Objectif pour les faïenciers, marquer des points. Coup d'envoi de la rencontre à 20h, un match à suivre en direct du stade de la Blise sur Mosaïque Cristal. La réforme du lycée, c'est un très vaste sujet. Aujourd'hui, on fait un focus sur le nouveau bac général. La grande révolution, c'est que ce ne sera plus un examen national dans chaque matière. Il y aura une part de contrôle continu. Éric Pagotto, concrètement, combien de matières seront en contrôle continu ? Eh bien, le contrôle continu est déjà découpé en 2 parties. Ça représentera au total 40% de la note, mais 10% de la note concernera les bulletins scolaires et donc l'ensemble des disciplines qui sont enseignées. Et les 30 autres pourcents vont porter sur 6 disciplines qui seront évaluées par des épreuves communes de contrôle continu choisies dans une banque nationale. Et donc le reste, les autres matières seront comme à l'heure actuelle, un examen national. Tout à fait. Donc on a le reste des disciplines qui seront évaluées, donc les 60% restants sont évalués sur une épreuve terminale. Le français, comme à l'heure actuelle, est évalué en fin de première. Et les autres disciplines, à savoir les 2 enseignements de spécialité, la philosophie et puis le grand oral, sont évalués en classe de terminale. Alors la question qui fâche, c'est qu'avec toutes ces nouveautés, les détracteurs parlent de bac au rabais ayant peu de valeur. Vous en dites quoi ?
Alors, il est vrai que ça peut surprendre puisque c'est un changement majeur, l'étalement des différentes évaluations. C'est une évaluation qui est beaucoup plus progressive qui sera mise en place donc, pour ce nouveau baccalauréat et il me semble que c'est un avantage pour les élèves qui donc actuellement connaissent un examen qui est extrêmement chargé en épreuve terminale. Donc cet étalement, ça permet d'avoir une évaluation beaucoup plus progressive et qui, à mon sens, générera moins de stress pour nos lycéens. Oui, mais c'est aussi pour ça que les détracteurs parlent de bac au rabais. Oui, alors là, j'aimerais rappeler une chose importante, c'est que le baccalauréat, c'est bien le premier degré de diplôme universitaire. Hein. Et je rappelle que le baccalauréat est un examen pour lequel les présidents de jury sont des professeurs d'université. Alors, le rapprocher un petit peu du mode d'évaluation ou d'examen universitaire, ce n'est pas une hérésie, en quelque sorte. Ce n'est que avoir davantage de cohésion. Et comme monsieur l'inspecteur l'a précisé tout à l'heure, en ce qui concerne les disciplines qui seront évaluées en CCF, hein, contrôle continu, contrôle en cours de formation, pardon, ce sont des banques de sujets, c'est une banque nationale de sujets qui sera mise en place. Les professeurs qui ont les élèves en cours ne composeront pas le sujet d'examen et l'anonymat sera toujours préservé également dans cet examen et ce ne sont pas les professeurs qui ont les élèves qui corrigeront. Mais je rappelle qu'à l'université, c'est bien le professeur qui suit les élèves, qui compose le sujet et qui les corrige. Vous voyez, donc on est quand même, nous, davantage, on respecte davantage les critères d'un examen national. Alors vous qui êtes proviseur du lycée Tessier à Bitche, est-ce qu'un bac réussi à Bitche aura vraiment la même valeur qu'un bac réussi, par exemple, dans un grand lycée parisien ? Oui, oui, tout à fait. À mon sens, il aura la même valeur, quel que soit l'établissement dans lequel l'examen sera passé. Je viens de vous expliquer pourquoi. Cette banque nationale, c'est quand même important. Et puis, on maintient des épreuves terminales qui ne sont pas anodines. Donc, sur les deux spécialités que les élèves choisiront. Les spécialités, on va en parler après parce qu'on va plus les détailler. Alors, je rappelle tout de même qu'il y a un nombre important et que les épreuves terminales compteront pour 60% de la note finale à l'examen. Donc c'est un juste équilibre et qui permet aussi de tenir compte du travail de l'élève tout au long de l'année dans l'objectif donc d'accompagner le mieux possible les élèves tout au long de leur parcours. Aussi. Absolument. Que le travail soit plus régulier, que la simulation aussi soit effective tout au long de la scolarité et non pas seulement à la fin d'un parcours où on met le paquet pour finaliser les choses. Éric Pagotto, Madame Aman vient de l'expliquer, c'est une banque de sujets. Les profs n'inventent pas le sujet, certes. Vous dites c'est anonyme. Ceci dit, les copies dans le cadre du contrôle continu ou CCF, contrôle en cours de formation, vont être notées par les professeurs de l'établissement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les chefs d'établissement fassent pression pour que les enseignants surnotent les élèves pour avoir un meilleur taux de réussite au bac? Non, parce que chaque académie aura une commission de suivi, d'harmonisation de ces épreuves. Et donc il y aura un regard académique qui sera porté et il n'y aura absolument pas de ce type de dérive dans l'évaluation des épreuves de contrôle continu. Je crois qu'il est vraiment important pour les élèves qui sont actuellement en seconde de bien comprendre l'intérêt qu'ils ont dans ces épreuves, puisque au lieu d'être évalués en une seule fois, avec tout le stress que cela comporte, ils vont avoir la possibilité d'être évalués plusieurs fois et de pouvoir montrer les progrès qu'ils sont en mesure de faire sur le cycle terminal. Donc c'est vraiment une chance qui leur est offerte et il y a bien une équité qui est assurée grâce à cette banque nationale, à des corrections anonymes et je crois que là vraiment l'ensemble est complètement sécurisé. Alors ça, c'est le mode de fonctionnement pour les lycéens entre guillemets classiques.
comment ça se passe pour les candidats libres? Parce qu'ils ne sont pas très nombreux, mais il y a tous les ans des gens qui passent le bac en candidat libre. Du coup, ils ont déjà de base 40% de la note en moins? Non, bien sûr que non. Ces candidats libres auront des épreuves ponctuelles qui remplaceront le contrôle continu. Donc, en classe de terminale, ils seront invités à passer des épreuves ponctuelles pour compenser ces 40%. Donc ils auront indirectement oui, le contrôle continu aussi. Alors l'autre grande révolution de ce nouveau bac général, c'est la disparition des filières L, ES et S au profit d'un tronc commun et de 2 spécialités. Alors comme l'écrivait un internaute sur notre page Facebook, c'est un peu le modèle américain? Je ne pourrais pas me prononcer parce que je ne connais pas suffisamment le modèle américain. D'accord. Par contre, oui, l'effacement des filières est réel, ce qui permet d'ailleurs de sortir d'une dérive qu'on avait connue dans les établissements avec, je dirais, la filière S qui était devenue, j'ai envie de dire, la seule filière générale pleinement reconnue par tous les élèves. Donc c'est un peu dommage parce que l'enseignement en France a ceci d'intéressant, c'est qu'il est très riche et il permet aussi de développer des profils très différents. Et on retrouve ce principe-là, cette richesse des enseignements à travers la réforme. C'est pas parce qu'on a effacé les différentes filières que l'on supprime ou qu'on appauvrit l'enseignement. Au contraire, je pense. Mais alors, ceci dit, là je me tourne peut-être plus vers Sandra Beckrich, mais les parents, par exemple, ils étaient particulièrement attachés aux filières L, ES, S. Au moins, ils s'y retrouvaient, ils connaissaient, même ceux qui éventuellement avaient encore à l'époque passé les bacs A, B, C, etc. Est-ce qu'on arrive à leur expliquer concrètement ce nouveau bac? Alors effectivement, il y a un travail de terrain qui a été fait et en troisième et en seconde vis-à-vis non seulement des professeurs principaux, et là on l'a fait avec tous les chefs d'établissement en coordination et des parents et des élèves. C'est vrai qu'il y a un travail d'explication, mais finalement ils ont compris, bon, en tout cas on a cette impression-là, et de plus en plus qu'ils ont une chance en fait finalement, c'est que leur enfant va pouvoir choisir des enseignements de spécialité en fonction de l'appétence et des intérêts qu'il peut avoir pour une certaine matière ou une certaine filière. Et finalement, on aura peut-être, oui, effectivement, un bac à la carte, peut-être, mais en fonction de là où l'élève finalement réussit le mieux. Et ces parents-là, on a de toute façon l'impression qu'ils ont assimilé cette information-là. On les a beaucoup aidés depuis le mois de novembre. Dans les établissements scolaires, on a rencontré les professeurs principaux. Je pense qu'il y a encore de l'accompagnement à faire parce qu'on ajuste au fur et à mesure. Mais l'angoisse, elle est toujours là, comme n'importe quelle réforme. Mais elle n'est pas si importante que cela non plus. Alors, le point dans cette réforme qui fait peut-être le plus polémique, en tout cas ces derniers temps, sont les mathématiques, les maths qui disparaissent en tant que telles du tronc commun pour devenir une spécialité. Il y a même l'association des professeurs de maths et la Société mathématique de France qui ont demandé dans un manifeste qu'il y ait 2 heures de maths dans le tronc commun et aussi que la spécialité maths soit accessible aux élèves de profil moyen. Parce qu'en fait, par rapport aux maths, il y a 2 choses. Il y a d'un l'aspect, les maths, en fait, sont plus obligatoires puisqu'ils sont plus dans le tronc commun. Et la spécialité maths serait apparemment pour du très haut niveau, plutôt élitiste et pas accessible à l'élève moyen. Non, alors je crois que sur la question des mathématiques, alors il y a en effet beaucoup d'inquiétudes, on le voit dans les médias d'une manière générale et dans les établissements scolaires, mais il faut rappeler un petit peu la situation. Actuellement, des élèves qui suivent une filière littéraire ne font pas de mathématiques après la classe de seconde et les mathématiques apparaissaient en ES et en S. Demain, tout élève pourra choisir l'enseignement des mathématiques s'il a une appétence pour cette discipline. Et s'il ne choisit pas l'enseignement de spécialité mathématiques, il y a 2 heures dans le tronc commun d'enseignement scientifique dans lesquels les mathématiques apparaissent comme des outils pour comprendre un certain nombre de sujets. Ce ne sont pas des maths à proprement parler, parce que ce que disent certains profs qui sont détracteurs de cette réforme, c'est dire oui, mais c'est comme dire on fait du français dans un cours d'histoire géo parce que l'histoire géo est enseignée en français. C'est pas parce qu'on fait de la science en utilisant un peu des maths qu'on fait des maths. Mais voilà, c'est pas aussi caricatural que ça. C'est-à-dire qu'on a réellement du contenu mathématique dans cet enseignement scientifique. Il n'y a pas de nouveauté
puisque ce qui va être enseigné, les mathématiques qui vont être utilisées seront des mathématiques connues par les élèves, soit de vue au collège, soit de vue en seconde, mais c'est bien présenter aux élèves l'intérêt des mathématiques dans un autre contexte pour motiver des élèves qui souvent sont un petit peu en difficulté ou en décrochage sur cette discipline. Donc on a un enseignement des mathématiques dans un contexte différent pour cet enseignement scientifique. Et pour tous les autres élèves qui ont besoin de mathématiques dans leur cursus ou qui sont intéressés par la discipline, il y a l'enseignement de spécialité qui est à leur disposition. Et qui là pour le coup est à un niveau apparemment élevé. Alors, le niveau élevé, comme tout enseignement de spécialité, on parle des mathématiques, mais c'est vrai pour chacun des enseignements de spécialité, les contenus sont relativement ambitieux puisqu'ils s'adressent à des élèves qui ont une appétence pour ces enseignements. Néanmoins, ces enseignements, le programme a été particulièrement travaillé pour pouvoir s'adresser à une majorité des élèves de manière à ce qu'en terminale, les élèves intéressés par les mathématiques puissent conserver l'enseignement de spécialité, ou ils pourront l'arrêter, puisqu'il faut peut-être rappeler qu'il y a 3 enseignements de spécialité en première et 2 seulement en terminale, donc un des enseignements ne sera pas poursuivi, ce qui veut dire que des élèves pourront ne pas poursuivre les mathématiques, mais choisir une option qu'on appelle les maths complémentaires, et qui sont vraiment destinées à des élèves qui vont avoir besoin des mathématiques dans leur cursus, mais ce ne sera pas la discipline principale. Donc les sciences économiques par exemple, ou PACES. Si on revient à ce que disait tout à l'heure Angela Hamann, que finalement dans les filières, S était devenue quasiment la seule, qu'elle était vraiment plébiscitée. Du coup, en termes d'orientation, est-ce qu'on conseille à énormément de jeunes de prendre la spécialité maths ? Non, je ne pense pas qu'on peut autant caricaturer, parce qu'effectivement, la consigne qu'on a donnée aux parents et aux élèves de seconde, c'est de vraiment choisir l'enseignement de spécialité en fonction de son appétence. Il y aura un travail à faire avec les études supérieures, et ça c'est clair, et c'est en train de se faire, mais on ne va pas forcément conseiller les mathématiques systématiquement. Ça correspond vraiment au profil de l'élève, élève par élève. On peut quand même rassurer les enseignants de mathématiques parce qu'on vient de faire des conseils de classe du second trimestre où on a demandé l'intention de choix des élèves. On peut les rassurer, il y a encore énormément d'élèves qui veulent poursuivre les mathématiques. Et je rappelle aussi que les mathématiques sont toujours au programme sur le niveau de seconde. Et on constate chaque année que un certain nombre d'élèves, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a, ne sont pas très à l'aise avec les mathématiques. Vous pensez vraiment qu'un élève qui stagne à 5, 6 de moyenne en mathématiques fait des mathématiques ? Il les subit probablement et il est certainement dans un enseignement qui lui pose problème. Donc ce n'est pas, ce n'est pas négatif de supprimer, de donner en tout cas à cet élève la possibilité d'arrêter les mathématiques pour se consacrer à d'autres choses. Et il est vrai que jusqu'ici, au niveau du bac scientifique, nous avons aussi beaucoup d'élèves qui choisissaient cette voie-là sans avoir réellement de profil scientifique et sans même vouloir poursuivre les études scientifiques. Donc là encore, j'y vois aussi davantage de cohérence. C'est important, comme dit Madame Beckrich, de travailler sur l'orientation, que l'élève puisse faire à la fois un choix lucide et raisonné par rapport à ses performances dans l'ensemble des disciplines et en essayant de se projeter sur des choix d'avenir après le baccalauréat. Et c'est notre rôle, en effet, que d'accompagner les élèves pour que ce choix soit avisé et qu'ils puissent s'inscrire dans un parcours de réussite. Éric Pagotto, est-ce qu'au rectorat, on a déjà une première vision, des estimations ? Est-ce que vous avez une idée en termes de spécialité, s'il y en a énormément qui vont aller vers les maths et peut-être trop par rapport à ce qu'il y a comme possibilité et la proportion qui va se diriger vers d'autres spécialités. On a donc les élèves ont été interrogés sur leur projet au mois de février, enfin au moment pour préparer les conseils de classe. Au niveau du rectorat, on a bien une vision d'une première projection dans les vœux des élèves. Actuellement, pour l'enseignement de mathématiques, on est autour de entre 75 et 80% des élèves, ce qui correspond à une capacité dans les lycées qui ne pose pas de problème et qui est même un petit peu moins que les élèves qui étaient avant présents dans les filières ES et ES.
Mais on a 75 à 80% d'élèves qui sont capables de suivre ce niveau-là de maths? Oui, alors un des enjeux de cette réforme, c'est aussi d'expliquer aux enseignants, de les accompagner sur le fait que dans les classes, il y aura des profils différents d'élèves, puisque je le disais tout à l'heure, certains élèves ne poursuivront pas l'enseignement de spécialité en terminale, choisiront les mathématiques complémentaires, ou ne les choisiront pas d'ailleurs, en fonction de leur projet d'études dans l'enseignement supérieur. Et donc on va avoir dans l'enseignement de spécialité mathématiques de première une hétérogénéité des profils qu'il faudra évidemment prendre en compte, et donc là on va accompagner les enseignants pour qu'ils soient en mesure d'accompagner les différents profils d'élèves de manière à ce que chacun puisse trouver sa voie et puisse avoir la formation la plus adaptée, la plus personnalisée possible. Je reviens à ce que vous résumiez tout à l'heure. Les élèves vont avoir en première 3 spécialités. Ils en conservent 2 pour la terminale et donc pour le bac. Donc ça, c'est pour la partie. Donc on a parlé du tronc commun, on a parlé de ces spécialités. Qu'est-ce qu'il en est de ce qui existait aussi avant comme option facultative? Parce que vous avez évoqué l'option complémentaire maths. Oui. Alors qu'est-ce qu'il en est des options en plus des spécialités? Alors on a des options, mais peut-être que Madame Amann pourra compléter plus facilement. On a des options que les élèves peuvent choisir dès la classe de seconde. Des options qu'ils vont choisir pour la classe de seconde, première et terminale. On peut penser par exemple aux langues anciennes, on peut penser à des options sportives. Langue vivante 3. Langue vivante 3, bien sûr. Oui. Donc il y a un certain nombre d'options qu'on peut choisir pour l'ensemble du lycée. Et puis il y a d'autres options, au nombre de 3, qu'on peut choisir en terminale. Donc il y a les mathématiques complémentaires, les mathématiques expertes, et puis, comment s'appelle la troisième? Droit et grands enjeux du monde contemporain. Donc il y a une 3e option complémentaire qui est offerte uniquement en terminale. Et les langues dans tout ça? Parce que le fait d'avoir du tronc commun, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre tout plein d'élèves ensemble. Il n'y a plus de problème ils ne sont pas dans les mêmes filières, etc. Donc, beaucoup de gens ont peur qu'on se retrouve avec des classes qui soient surchargées, voire encore plus surchargées, puisque beaucoup le sont déjà. Et du coup, dans ce contexte-là, quelle est la place des langues et comment est-ce qu'on peut améliorer l'apprentissage oral des langues? Parce qu'en France, on n'est clairement pas bon là-dessus. Hein. Alors, langue vivante, ça fait l'objet aussi de quelques polémiques, notamment pour l'allemand dans la région. Alors, je rappelle que les 2 langues vivantes A et B sont toujours dans le tronc commun. Tous les élèves continueront l'étude des langues jusqu'en classe de terminale. Donc, à raison de 5 heures ou 5h30 en seconde, etc. Et puis, un enseignement complémentaire de langue peut être envisagé dans le cadre du choix de la spécialité avec l'option LLCE, donc langue, littérature et culture étrangère, avec différentes options suivant les établissements. Les choses sont bien faites puisque au lycée Tessier de Bitche on proposera l'option anglais, tandis qu'au lycée Jean de Pange on aura l'option allemand. Donc on a un équilibrage là de l'offre sur l'ensemble du territoire, mais c'est plutôt un enseignement pour des élèves à profil littéraire qui aiment la littérature, qui veulent avoir un enseignement de la culture, de la civilisation anglaise plus approfondi. Mais je vois que beaucoup d'élèves, y compris des élèves qui ont choisi des spécialités scientifiques, optent également pour un enseignement de langue renforcé. C'est là que ça devient intéressant, c'est de voir effectivement qu'on peut se construire avec des briques différentes, si je puis dire, son parcours lycéen. Ça me semble intéressant. Et ensuite, on n'a rien supprimé de tous les dispositifs existants en termes de section européenne, anglais, allemand, donc pour le lycée Tessier, la BIBAC qui est offert en plus au lycée Jean de Pange, donc on peut en parler aussi. L'enseignement des langues régionales est maintenu également. Voilà, je crois qu'on ne perd rien en ce qui concerne l'enseignement des langues vivantes dans le cadre de cette réforme. Alors ça, c'est pour l'enseignement. Quid des conditions d'enseignement? Il y aura combien d'élèves par classe? Comment ils pratiquent l'oral? Parce qu'on va préparer la rentrée, si vous me permettez, monsieur l'inspecteur. Donc nous avons obtenu, dans le cadre de la préparation de rentrée, des moyens pour des effectifs à effectifs réduits. C'est-à-dire qu'on n'a jamais travaillé, on ne travaille pas en classe en langue vivante à 35 élèves.
Donc on essaie de réduire cet effectif pour que effectivement les élèves puissent davantage travailler l'oral et puis pour rendre possible aussi un travail différencié au niveau de la pratique pédagogique. Voilà, moi j'ai des groupes de langue qui parfois se réduisent à 18 parce que je suis un petit lycée, mais qui vont au maximum jusqu'à 26-27 élèves, mais jamais 35. Je crois qu'il est important de rappeler que dans le cadre de la réforme, une marge d'autonomie est attribuée à chaque établissement et cette marge d'autonomie va permettre aux établissements d'adapter l'offre qu'ils vont proposer aux élèves, à la fois en termes de taille des classes, en termes d'enseignement de spécialité. Donc il y a aussi une possibilité localement de s'adapter au contexte. Et c'est un point important dans cette réforme-là. Alors vous parlez de s'adapter. Sandra Beckrich, comment ça va se passer pour les établissements post-bac? Parce qu'eux aussi, ils doivent s'adapter pour... comment ils vont sélectionner les élèves? Alors, dans le cadre de Parcoursup, il y avait déjà l'adaptation qui était prévue dans les modalités de réponse. On avait bien une modalité de réponse ici avec, si vous voulez, l'élève devait effectuer des modules complémentaires ou des cours supplémentaires pour pouvoir avoir le niveau requis. On peut imaginer qu'on peut arriver sur ce type d'adaptation-là par rapport à des élèves qui n'auraient pas choisi le bon enseignement de spécialité et qui auraient un manque à ce niveau-là. Ils le feront tout simplement post-bac. Mais parce que les établissements post-bac, ils vont devoir les regarder dans le détail. Avant, ils se basaient déjà sur est-ce que c'est un élève qui vient d'un bac L, ES ou S. Maintenant, il va falloir aller voir dans les deux spécialités. Depuis 2 ans, on a des attendus qui sont nationaux par rapport au DUT, au BTS, aux différentes licences. Donc ces attendus nationaux, c'est pas forcément l'origine des bacs. Si vous regardez les attendus nationaux, on parle plus de compétences. Clairement de compétences, de savoir, de savoir-être, de compétences extrascolaires, le profil de l'élève, son enrichissement, tout ça rentre dans le compte de Parcoursup et ça ne changera pas. Je crois qu'il est important de regarder actuellement. L'université, par exemple, recrute dans telle filière des élèves qui viennent de différents bacs. Demain, elle recrutera des élèves qui ont fait des enseignements de spécialités différents. On aura une richesse qui sera sans doute plus grande dans les amphis. On aura aussi une richesse, une diversité plus importante dans toutes les formations. Et je crois que c'est un enrichissement pour chaque formation de l'enseignement supérieur. Et s'il y a des adaptations à faire, on peut faire confiance à l'enseignement supérieur pour adapter ces L1 notamment, de manière à ce que tous les profils puissent être accompagnés dès le début de l'année scolaire. Est-ce que ça va permettre d'améliorer la suite? Parce qu'on parle tous les ans de taux de réussite au bac. On fait même des classements des lycées, etc. On parle quasiment jamais du taux d'échec en première année post-bac. Si, on en parle. On n'en parle pas assez, et pas assez dans le grand public. On en parle, et justement, ça fait partie des symptômes, je dirais, qui nous ont permis de décrire et de constater l'état de l'école, et c'est aussi le sens de cette réforme. 60% de taux d'échec à bac plus 1, notamment à l'université. Je veux dire, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Il était nécessaire de faire évoluer notre système. Un des autres symptômes, c'est le décrochage. Alors le décrochage, il existe parfois en cours, en classe, sur une discipline, les mathématiques ou l'anglais ou l'allemand, enfin peu importe. Le décrochage, c'est aussi une des réalités contre lesquelles il faut lutter. Et clairement, c'est de notre responsabilité là. Et donc, sans aller jusqu'à vous parler du chômage, des problèmes d'insertion des jeunes, etc., il était grand temps de faire quelque chose pour faire évoluer notre système éducatif et en particulier le lycée, puisque c'est le lycée qui est en lien avec l'université. Il faut trouver une meilleure cohérence. Donc je pense que cette réforme, elle va dans ce sens. Bien évidemment, le changement, il est inquiétant, vous l'avez dit, il y a toujours des peurs qui font réagir, qui créent des émotions quand il faut changer, et là le changement il est considérable, c'est vrai.
Jusqu'à présent, on avait quand même une majorité d'élèves qui choisissaient la filière S, on va dire par habitude, par confort, par choix des parents, mais sans réellement se poser de questions. Aujourd'hui, les élèves se questionnent davantage sur leur goût, sur leur appétence. Ils vont choisir 3 enseignements de spécialité. Au besoin, ils vont en abandonner un en fin de première, ce qui leur permet aussi progressivement d'affiner leur goût, d'essayer des enseignements, de voir si l'appétence qu'ils avaient a priori est confirmée par l'enseignement de spécialité ou non. Et puis progressivement, comme ça, ils ont peut-être plus de temps, plus de latitude pour réfléchir à leur orientation. Et on espère que leur orientation dans l'enseignement supérieur sera mieux élaborée, mieux choisie, et donc que le taux de réussite sera également supérieur en licence. Alors ceci dit, ça ne s'est pas gagné avec les CIO qui sont un peu sur la sellette et qui ne seront plus vraiment accessibles tout public en étant implantés dans les établissements scolaires, non ? Pour le moment, les CIO sont là, donc on verra bien par la suite sur quelle modalité nous travaillerons avec la région. Mais pour le moment, on est serein pour la rentrée prochaine. Pour le moment, ça fonctionne et du coup, on place les élèves au cœur de leur orientation. Voilà, on travaille énormément et on travaille beaucoup avec les élèves, les familles et les établissements scolaires de notre district. Et bien, merci beaucoup à tous les 3 d'être venus donner votre point de vue sur le nouveau bac général dans le cadre de cette réforme des lycées. On va terminer cette émission avec notre émission Grenzenlos. Ce mois-ci, on trouve chaussures à son pied et poèmes à son goût. Du musée allemand de la chaussure au printemps poétique transfrontalier, Catherine vous emmène en balade en jouant à saut de frontière. Je vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée. À demain. Pour vos menuiseries, demandez le conseil, le choix, la pose. Exigez la qualité, le service et l'expérience. AG Fermeture. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Grenzenlos, votre émission transfrontalière. Au programme aujourd'hui, nous nous rendrons à Meisenthal pour la 6e édition du Printemps poétique transfrontalier. Nous y rencontrerons Sabine Goettel, une poète allemande passionnée de théâtre qui a étudié la littérature française. Mais tout de suite, Catherine Henrich nous emmène dans le sud du Palatinat, où l'industrie de la chaussure a longtemps été le pilier économique de toute une région. À Auenstein, on comptait jusqu'à 35 fabriques. Il y a 22 ans, alors que les usines fermaient les unes après les autres, l'une d'entre elles a été transformée en musée afin de conserver la mémoire industrielle de ce territoire. Unique au monde, bienvenue au musée de la chaussure à Auenstein. Ce musée, installé sur le site d'une ancienne usine de chaussures construite dans le style Bauhaus au début du XXe siècle, met en scène l'évolution et le développement de la fabrication de la chaussure. Wir sind hier im Moment in einer Original-Schusterwerkstatt, so 1850. Das war die Zeit, wo der Schuhmacher alleine noch die Schuhe von A bis Z selbst hergestellt hat, und zwar mit einfachen Werkzeugen, ohne machines. Fabriquer une chaussure est un travail complexe qui demande plusieurs opérations et manipulations. Il a fallu inventer une machine pour chaque étape de fabrication. Toutes ces machines sont visibles au musée et l'on peut même vous montrer leur fonctionnement. Das ist nicht mehr Handwerk, das war die industrielle Revolution, ermöglicht durch die Erfindung der Dampfmaschine. Damit konnte eine Fabrik die Energie für eine ganze Fabrik erzeugen und alle Maschinen über Transmissionen an diese Welle anschließen. So wie heute ein Elektromotor das einzeln macht, hat es damals die Welle in der Reihe gemacht. Und das heißt, dass die Menschen nicht mehr treten mussten beim Steppen, sondern einfach den Fuß drauf und sie hat gesteppt. Ja, diese Absatzpresse war dafür da, dass man ja damals noch keine synthetischen Werkstoffe hatte, sondern nur Leder. Und um einen Absatz darzustellen, musste ich mehrere Flecke aufeinander bringen. Und diese Lederflecke, die waren ja ganz eben. Und weil die menschliche Ferse so eine kleine Wölbung hat, musste man die wölben. Das hat der Schuhmacher früher mit Hand gemacht, mit einer Raspel ausgeraspelt. Das war sehr mühsam. Also hat man diese Maschine entwickelt. Das Leder wurde in Wasserdampf weich gemacht und der Arbeiter hat dann diese Absatzflecke hier eingelegt. Die wurde eingezogen, mit diesem Werkzeug richtig fest gepresst und geformt und hinten wieder ausgeworfen.
Pourquoi un musée à Auenstein? Tout simplement parce que Auenstein a longtemps été la capitale de la chaussure dans le sud du Palatinat. À l'âge d'or de la chaussure dans les années 60, il y avait 35 fabriques de chaussures dans la bourgade qui employaient plus de 3000 personnes et d'où sortaient 3,5 millions de paires de chaussures par an. Le musée se déploie sur 4 niveaux et environ 3000 mètres carrés. On y découvre des ateliers mais aussi des pièces fascinantes comme la collection Ernst Thälmann. Et puis, il y a la collection des personnalités célèbres de l'histoire contemporaine, des chaussures de Joe Cocker à celles de Benoît XVI en passant par Angela Merkel ou un certain Pierre Brice alias Winnetou. Le plus grand musée du monde de ce genre vous invite cordialement à un voyage historique fascinant à travers le temps. Aujourd'hui, les usines ont fermé, mais le savoir-faire n'est pas perdu. Et la chaussure Made in Germany reste un critère de qualité. Le printemps poétique transfrontalier est de retour pour sa 6e édition. Cet événement, porté par la Grande Région, couvre 4 pays européens. Le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne et la France. Il permet à 5 poètes originaires de ces pays de réaliser des résidences d'écriture sur le territoire qu'ils présentent ensuite au public lors d'une tournée. Cette année encore, les artistes se sont arrêtés à Meisenthal chez Artopie. C'est là que nous les avons rencontrés. Et comme un océan que la mer vient surprendre, nous nous retrouverions sur la plage d'Édé, sur le sable éjabé de nos terres bremiers et bois. Si l'on s'était rencontrés, si sans ce rhume, je n'étais pas arrivé, trop tard. Bienvenue à la 6e édition du Printemps poétique transfrontalier, une action soutenue par la Grande Région qui regroupe le Luxembourg, la Wallonie pour la Belgique, 2 Länder allemands, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, et le Grand Est. Le Printemps poétique est une opération qui accueille 5 poètes de ces 5 régions en résidence pendant 15 jours et s'ensuit une tournée de lecture avec un musicien dans différents lieux de la Grande Région. En tout, ce sont plus d'une dizaine de lieux de lecture qui ont été choisis. Les 5 poètes ont fait halte à Metz et Sarreguemines, ainsi qu'à Meisenthal, chez Artopie. Nous sommes ce soir pour la 2e année consécutive à Meisenthal et le public toujours plus nombreux nous prouve que c'est une manifestation qui plaît. La marche qui déraille vous informe de la dégénérescence de l'art sanguin, de la tolérance mâchouillée, du sans-appui, des vidéograttages interceptés sans votre accord. Les poètes peuvent aborder toutes sortes de thématiques, la nature, l'expression des sentiments, même la politique. Il leur est simplement demandé de prendre en considération le contexte dans lequel ils se trouvent pendant leur résidence. L'objectif est d'offrir une résidence d'écriture à des poètes et de l'ancrer dans des territoires. Les poètes écrivent toujours en lien avec le territoire où ils se trouvent en résidence. Et l'objectif aussi est que leurs œuvres circulent dans l'espace de la Grande Région avec les langues, puisqu'on a des poètes francophones et germanophones. Irgendwann geht bei dir auch der Mond auf und jemand wartet auf morgen auf dich. Du hast kein Gesicht, nur ein Atem, der sich hinter dir verbirgt, hinter all diesen Fragen. Favoriser les échanges culturels transfrontaliers, c'est l'objectif que se sont fixés les institutions culturelles et politiques à l'origine de ce projet. La circulation des œuvres et des idées est un élément très important et fondateur de l'Union européenne. Un projet culturel comme le Printemps poétique en est une très bonne illustration. La région Grand Est a 4 frontières communes avec d'autres pays européens. Ce croisement favorise les échanges et là encore la facilité à écouter du français, de l'allemand et à parler dans toutes ces langues en est un très bon exemple. L'odeur des arbousiers, de la menthe artificielle, la couleur à vomir des églantiers plastiques. La poussière des maisons qui s'écroulent en silence. Une 7e édition est prévue l'année prochaine à la même période. Le mot de la fin revient à Charles Baudelaire qui disait « Qu'est-ce qu'un poète si ce n'est un traducteur, un déchiffreur ?»
Parmi les 5 poètes ayant participé au Printemps poétique transfrontalier, il y a Sabine Goettel, une écrivaine allemande passionnée non seulement de poésie, mais aussi de théâtre. Originaire de Hombourg en Sarre, elle vit désormais à Hanovre, dans le nord de l'Allemagne. Dans le cadre du Printemps poétique, c'est elle qui a effectué sa résidence d'écriture à Meisenthal, un moment de souvenir, voire de nostalgie, qu'elle raconte dans ses poèmes. Ils sont 5 poètes à participer au Printemps poétique transfrontalier. Une luxembourgeoise, un belge, une française et 2 allemands. Parmi eux, il y a Sabine Goettel. Passionnée de poésie mais aussi de théâtre, Sabine aime écrire. J'ai toujours écrit des poèmes. J'ai commencé à l'âge de 17. J'ai eu un recueil à l'âge de 26. Et après, j'ai été dramaturge au théâtre à Saarbrücken, à Hildesheim, à Göttingen et à Hanovre. J'ai écrit des pièces de théâtre après. Et depuis environ une année, j'ai recommencé à écrire des poèmes. Sabine parle très bien français. Durant son parcours, elle a beaucoup voyagé et a vécu un temps au pays. J'aime beaucoup la langue, les langues. J'aime beaucoup écrire. J'ai étudié la littérature française. J'étais fille au père même, près de Montélimar, à Thieu-les-Filles. Et alors, un an, ça aide. Je prends mon essor, je saute de pont à pont, de langue à langue. Et avec la bénédiction de Jean Nepomuk, je m'appelle Reine des abeilles. Originaire de Hambourg en Sarre, Sabine vit aujourd'hui à Hanovre, dans le nord de l'Allemagne. Pour le Printemps poétique transfrontalier, elle a effectué sa résidence d'écriture à Meisenthal, un travail qui lui rappelle des souvenirs d'enfance lorsqu'elle vivait encore en Sarre. On m'a envoyé ici, je ne savais rien du tout de l'Artopie et de Meisenthal. C'était des semaines merveilleuses, vraiment, vraiment. Parce qu'il y a une amitié là. C'est une amitié non seulement franco-allemande, mais aussi artistique un peu. J'ai beaucoup aimé. Je viens de Homburg-Saar, c'est pas loin d'ici. La moitié de mon cœur, comme je dis dans un poème. Das ist das Lachendeutsch und der Kirschbaum und der Teufel und die Traurigkeit und mein halbes Herz. De par son parcours professionnel et son vécu, Sabine accorde une place particulière aux échanges culturels transfrontaliers. L'échange franco-allemand, c'est très important pour moi parce que ça me lie un peu à mon enfance. C'est important généralement pour l'amitié européenne. Discuter, échanger, tout le monde peut comprendre des poèmes, je trouve, parce que c'est une chose de sentiment plutôt que d'intellect. C'est déjà la fin de votre émission transfrontalière Grenzenlos. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.